Mesdames, Messieurs, en République démocratique du Congo, une actualité en chasse une autre. Cela fait pratiquement un mois où chaque jour qui passe apporte son lot d'actualités, apporte son lot d'informations, apporte son lot de démissions, de révocations, de soutien, de démentis, de désaveux, de défections. C'est comme ça. Ainsi, pendant ça fait maintenant un peu 3 semaines que la RDC vit à ce rythme. Nous essayons de passer en revue, vous l'avez compris, l'actualité politique de l'heure ici en République démocratique du Congo dans le cadre de votre émission. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un de la majorité, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. La majorité, selon certains, brûle. La majorité passe dans des zones de turbulence assez fortes. Est-ce que la majorité va s'en sortir? Et c'est ça la question que tout le monde se pose. Et on va essayer d'analyser toute cette situation qui se passe au sein de la majorité, mais qui fait partie également de la situation politique de l'heure ici au pays, avec notre invité de ce soir. Retrouvez avec moi M. André Atondo Liongo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, président de la Convention pour la démocratie et la République, mais également communicateur de la majorité présidentielle. Ça n'arrive pas tous les jours. Vous n'avez pas habitué à ça, la majorité. Vous avez plus habitué à la sérénité. Mais depuis ces 3 semaines, comme je le disais, ça bouillonne au niveau de la majorité. Comment se porte l'AMP? L'AMP se porte bien. Vous avez noté le départ des frondeurs de la majorité présidentielle. Vous avez noté la démission de M. Moïse Katumbi et du PPRD. Et voilà, maintenant les jeux sont clairs. Au moins, on est sûr qu'on n'a pas de puces parmi nous. C'est normal. On parle quand même des poids lourds de votre majorité. Ce ne sont pas des moindres qui sont partis. On parle des caïmans, si je peux utiliser cette expression, relatif aux avocats. Est-ce que vous ne sortez pas un peu la majorité à la veille de 2016, la majorité est en train de se fragiliser un peu? Je ne sais pas qui est poids lourd en politique. Est-ce celui qui a beaucoup de députés? Est-ce celui qui a une grande influence? Est-ce celui qui a une position éminente? Et donc il serait assez hasardeux de vouloir réduire la majorité aux 7 personnalités qui sont parties. Et non, la majorité c'est bien plus que cela. Et comme toujours, c'était peut-être des figures, ce sont certainement, c'était des figures emblématiques, mais la majorité n'en est pas morte pour autant. N'est-ce pas? La majorité existe. Vous avez certainement suivi l'inventaire des députés après le départ de ces partis. Eh bien, nous sommes à plus de 300. C'est du débauchage quand même, parlons-en. Un député, quand il ne suit pas le mot d'ordre de son parti, il préfère rester dans une plateforme à laquelle n'appartient plus son parti. Il faut dire qu'on doit employer le terme. Vous avez, en tout cas ceux qui sont restés ont employé, ont fait du débauchage quand même. Non. Débaucher, c'est enlever quelqu'un d'une place pour un autre. Ils ont dit, ils restent dans la majorité. C'est leur droit. Sur fond des intimidations? Non. C'est sur base de des articles 22 et 23. Liberté de conscience, liberté d'expression, liberté tout court. C'est la liberté de chacun. Mais sur le plan pratique, ils sont arrivés au Parlement, surtout en parlant des députés, par le biais d'un parti politique, et quand ce parti n'est plus dans la plateforme, l'on se demande, mais pourquoi restent-ils? Ils attendent d'autres avantages ou comment? Non, parce qu'ils sont libres. Parce qu'ils sont libres. Comme vous le savez, le parti ici chez nous, ce n'est pas d'abord une force idéologique, c'est d'abord une force des individus. Et donc, ce qui fait la force d'un parti, c'est le nombre des individus et non pas tant l'idéologie autour de laquelle il se serait agglutiné. Et donc il est tout à fait normal que lorsque une autorité morale, entre guillemets, engage son parti et que les autres ne sont pas d'accord, ils connaissent quelques soubresauts, on en a vu dans l'UNADEF, l'UNAFEC, MCR et tout ça. Ça c'est normal. Ce sont des turbulences
allez, on va dire post-mortem, l'espace mais post-mortem. Est-ce que ce serait peut-être pas assez judicieux pour ces gens, en tout cas on parle des députés ou ceux-là qui sont en train de carrément rendre leur siège? C'est ce qui est prévu. Vous ne faites plus partie de ce parti politique grâce à qui vous aviez un siège. Tant mieux rendre le siège et rester libre d'œuvrer librement, si je peux me permettre, ça, au sein de la majorité. C'est un règlement intérieur de l'Assemblée. Je crois que vous le savez. En principe, lorsque quelqu'un quitte son parti, il perd son siège. Lorsque quelqu'un est exclu par son parti, il ne perd pas son siège. Donc ne dramatisons pas. Ce sont des effets collatéraux, par ailleurs normaux, après ce qui est arrivé. Quand l'ARC, par exemple, demande à ses députés, qui ont du reste, à certains de ces députés qui du reste ont décidé d'exclure le président national de l'ARC du parti, quand ce dernier demande assez que donne 48 heures à ses députés pour soit revenir au parti, soit encore que le Parlement ou le bureau de l'Assemblée nationale puisse rendre ses sièges, leur exiger de rendre ses sièges, on va de confusion en confusion quand même. En quoi la majorité est-elle responsable de ce qui est arrivé là? Ils ne sont pas responsables. Par ailleurs, c'est coutumier. L'UDPS avait demandé à ses adeptes qui étaient députés de quitter le Parlement. Ils n'ont pas quitté. L'UDPS existe. Il les a même récupérés. Donc ne dramatisons pas ça. Moi je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus prospective. Aujourd'hui, la majorité est là. Quel est l'ordre de bataille nouveau? On a vu certaines personnes certaines personnalités, certains membres du gouvernement désavouer un peu leur parti politique qui par la suite, ils n'étaient pas reconduits. Vous pensez que c'était une bonne stratégie de la part du président de la République, histoire de les tester un peu Quelqu'un désavoue son parti, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord. Peut-être dans l'espoir d'être retenu dans le gouvernement. C'est un acte de conscience républicaine, de responsabilité politique. Être au Parlement obéit à un certain nombre de critères. Il faut que votre parti puisse représenter une certaine quantité de députés pour que ce parti ait droit à tel. Et donc, si en désavouant votre parti qui est parti, n'est-ce pas, logiquement vous devez perdre votre poste, il faut l'accepter. Il faut l'accepter comme sportivement, conséquence. Fair play. Oui, fair play. Et recommencer, démontrer votre loyauté à partir de la base, pas en gardant le poste. Vous savez, ce qui est arrivé pose un problème quand même important. Vous avez dit que ce sont des personnalités, comment vous avez des caïmans, comment vous avez qualifié ça, des poids lourds. Des poids lourds, pourquoi? Parce que c'était des personnalités en qui le chef de l'État et la majorité avaient investi leur confiance à travers des postes importants. Le ministère du Plan, le conseiller spécial du chef de l'État, la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Dans les assemblées, etc. Alors, maintenant qu'ils sont partis, le parti doit se dire, qu'est-ce que je fais pour, enfin la majorité du moins, qu'est-ce que je fais pour ne pas déséquilibrer. Alors nous procédons maintenant à une opération que la Banque mondiale fait souvent, c'est une, comment on dit ça, un réajustement structurel. Voilà, nous avons un réajustement structurel. Le MCR est parti, combien de députés sont partis? Ils sont tous partis, ok. L'ARC est parti, combien? Non, il y a une partie qui est mal. On fait le compte. Maintenant, les députés qui sont restés de ces partis doivent avoir maintenant une attitude. Est-ce que nous formons un sous-groupe? Mais ça, c'est la vie normale. En parlant du MSR, on a appris qu'il y a même des foyers qui se sont disloqués à cause de ces démissions ou pas. Je donne un exemple au MCR. On sait qu'il y a une femme qui a refusé de démissionner du parti
et ça n'a pas plu à son mari. Est-ce qu'il faut arriver à ces genres d'extrêmes dans la politique ou c'est une question de conviction? Je ne suis pas confesseur ni père spirituel des foyers des membres de mon parti. C'est un problème interne à régler. Non, mais on a là une idée, hein, une preuve là où la politique peut emmener. Hein, c'est la politique... Mais je vais vous répondre comme un philosophe grec. Il y a un cas où la politique a détruit un foyer, d'après vous. Mais il y a des milliers de cas où la politique a consolidé le foyer. Tous les autres qui sont restés, ils sont restés avec leur mari. En parlant, parce que c'est une femme qui a décidé quand même de rester au parti, vous pensez que ça c'est une prise de conscience au niveau de la femme il y a maintenant des femmes de conviction vous savez, qui sont prêtes à se battre pour défendre leurs convictions. J'espère. En tout cas, c'est une preuve que la femme est un partenaire égal à l'homme et qu'elle est capable, comme l'homme, de prendre une décision et d'en assumer les conséquences. On reparle des poids lourds. Quand il y a eu cette défection ou cette dissidence de G7, la plupart des mots qui revenaient, des phrases qui revenaient surtout dans les réseaux sociaux, c'est qui a trahi, trahira. Allusion peut-être faite aux anciens Moboutistes qui ont eu à travailler avec Mobutu, qui ont eu à travailler peut-être avec Jean-Pierre Bemba, qui aujourd'hui ont eu à travailler avec Kabila, qui du reste le tourne le dos. Vous pensez que la politique, c'est ça? Est-ce qu'on ne peut pas mettre cette défection dans le camp de cette dynamique politique ou du dynamisme que la politique nous offre, ou c'est juste la trahison? Le fait de travailler avec elle, de quitter et d'aller là-bas, ce n'est pas ça la trahison. C'est les conditions de départ où est engagé, comme ici, un problème de loyauté. Un problème au départ d'ailleurs d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Lorsqu'on s'est rendu compte, après un certain temps, que ça ne va pas, mais il ne faut pas être poussé à la démission, il faut donner sa démission. Et là, ils ont été poussés à la démission. Donc, quelque part, il y a un problème d'honnêteté. Voulait-il presser le citron jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais il se pose un problème d'honnêteté. Mais vous voulez peut-être changer des choses de l'intérieur. Apparemment, ça ne passe pas, ces genres de débats au sein de la majorité. Hein. Lorsqu'on veut changer les choses de l'intérieur, on respecte les règles du jeu. Les règles du jeu démocratique à l'intérieur de notre famille, c'est quoi? Lorsque le plus grand nombre ou la famille opte pour une position, il faut suivre cette position, ça s'appelle discipline républicaine. Si vous n'êtes pas d'accord, travaillez à l'intérieur du parti, à l'intérieur de la famille, pour que le plus grand nombre puisse vous rejoindre et que vous reposiez le problème. Mais vous semblez revenir de Mars, excusez-moi l'expression, mais ça se passe partout. Vous connaissez M. Mélenchon en France, dans les partis socialistes. Je n'aime pas trop faire la comparaison avec surtout les pays occidentaux, parce que dans d'autres domaines, vous ne voulez pas. Quand il s'agit de domaines où, où vous avez gain de cause, vous prenez ça comme exemple, mais dans d'autres domaines, vous agrandissez la particularité congolaise. Donc on reste en RDC. Ce n'est pas un exemple. Je vous donne une référence. C'est un comportement coutumier de l'homme politique. Lorsqu'il se sent à l'étroit et qu'il a perdu tout espoir d'entraîner la majorité, eh bien, il se détache ou on le détache. C'est vrai ici chez nous, c'est vrai. Je peux même dire c'est vrai dans l'Église. C'est pour cela qu'il y a autant, il y a eu des schismes dans l'Église. C'est pour cela qu'il y a autant d'églises de réveil. Donc c'est tout à fait normal. C'est une approche sociologique de ce fait politique. Bien au-delà de la forme décriée, du reste par la MP, mais il y a le fond qui est peu abordé. Parce que le G7, par exemple, c'est des velléités d'un troisième mandat du président de la République qu'a tenu à dénoncer le G7. Le fond, il reste quand même assez valable. On est loin des intentions que vous prêtiez, que vous croyez que l'opposition prêtait à la majorité. Maintenant, là, ça vient de l'intérieur quand même. Ces intentions sont d'autant plus perfides qu'elles proviennent des gens
membres du bureau politique, des penseurs de la famille. Donc il y avait toutes les matières, tous les outils adéquats pour brandir cela, pour affirmer. Je peux garantir, et je n'ai pas entendu quelqu'un dire que j'ai participé à une réunion où le président nous a demandé, le président Kabila nous a demandé de voir comment il pourrait prolonger son mandat, comment il pourrait solliciter un troisième mandat. Non, ce sont des présomptions, ce sont des préjugés. Mais permettez-nous d'en douter quand même, venant de votre plateforme, l'on se dit de douter quand même. Mais les faits sont là. Lorsque vous accusez quelqu'un de quelque chose, il faut donner des preuves. Les présomptions ne sont pas des preuves, surtout si ce sont des présomptions hautement réfragables. Moi je dis, j'ai l'impression que, je prends un cas, on dit que le projet de loi référendaire par les députés, eh bien c'est la majorité qui trouve une formule parce que. Donc c'est un cas de détournement de procédure, c'est-à-dire qu'on aurait agi formellement d'après la loi, mais l'intention est mauvaise. Mais il faut le prouver. Mais quand par exemple le gouvernement, la majorité précipite le démembrement et qu'on n'a pas le moyen de faire appliquer cela, on se dit mais tiens, on nous précipite vers un blackout. On va vers un fait accompli. Depuis l'acceptation de la Constitution qui nous régit par l'ensemble de la population congolaise, il y est écrit, la République est composée de autant de provinces. Et qu'il faut mettre ce provinces. Et que l'installation, c'est 36 mois après. Oui. On a largement dépassé les 36 mois. Oui, lorsque vous êtes en retard, ou que vous avez raté le coche. On ne force pas, on cherche, on ne force pas. En âme et conscience. Est-ce que j'abandonne? Quelles seraient les conséquences pour l'intérêt majeur de notre pays? Ou je poursuis? Quelles seraient les retombées sur le plan de retard? Je pense que le retard est un moindre mal. Parce que... Même un retard de plus de 10 ans, moindre mal, vous n'avez pas la même notion de temps que la plupart des Congolais. C'est ce qu'on reproche également à l'AMP, la notion de temps pour vous... 36 mois, on vous demande d'installer les 26 provinces pendant après 36 mois. Et là, si on a fait 10 ans, et c'est un moindre mal, M. Atoundou. Madame, malheureusement, nous devons assumer parce que nous sommes aux affaires. Mais la confection de loi, le pouvoir législatif est un pouvoir hybride qui comprend la majorité, l'opposition, la société civile et même les indépendants. Mais ça fait 2 mandats qu'on a la même majorité qui fait passer les lois qu'elle veut parce qu'elle est majoritaire. Non, pas les lois qu'elle veut. Les lois qu'elle estime être de l'intérêt de notre peuple et de la gestion de la République. Mais il y a beaucoup de mécanismes de blocage. Beaucoup de mécanismes de blocage. Je vous donne un cas, puisqu'on l'a oublié. Cela fait combien de temps que la majorité, l'opposition doit désigner un porte-parole? Ils attendent la convocation par les 2 chambres. C'est aux 2 chambres de Parlement de convoquer le plénière. Je vous l'accorde. Qu'est-ce qui empêche à la majorité, à l'opposition de dire, en attendant, voici notre porte-parole? Ils n'ont pas besoin d'un porte-parole pour s'exprimer. Et le fond, maintenant, il y a une dynamique. Pour avoir un interlocuteur valable. C'est un interlocuteur valable. C'est un interlocuteur valable. Il faut assumer cette turpitude. Ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage. Il y a tellement de lutte, de leadership au sein des oppositions qu'elles en viennent à handicaper la marche normale. On risque de donner autant de la majorité, avec des velléités qu'on voit, des dissidences, on se dit, mais la majorité n'est pas épargnée non plus. Pourquoi à la première législature, on n'a pas désigné de porte-parole? Mais on revient à la même chose. Parce que on supposait que c'était un poste destiné à Bim et qu'il fallait garder la place au chaud. On oublie. Pourquoi maintenant on ne s'empresse pas? Parce que il y a plusieurs... Pourquoi les 2 chambres de Parlement ne s'empressent pas? Parce que c'est à eux de convoquer. Pourquoi ils ne convoquent pas, justement? Parce qu'il y a plusieurs têtes d'affiche
Je n'ai jamais entendu ou vu une motion de l'opposition ou des oppositions pour dire, eh bien, pour nous, c'est elle qui est notre porte-parole, eh bien, installez-le, etc. Non. Ils n'ont pas cette idée de la pensée unique. Hein. La majorité, c'est Kabila ou rien. Peut-être eux, c'est. Ils n'ont pas. La pensée unique, c'est pas là. Chez nous non. Là-bas, on sait que nous pour dégageons. Certains, là-bas, c'est Kabila ou rien. Non. Quand on entend certaines personnalités de la majorité dire que le pays est en manque des compétences, il faut que Kabila reste, on se dit, ben voilà, il y a des problèmes comme ça au sein de la majorité. Qui ne jure que par Kabila, par personne d'autre. Non, nous devons loyauté au président Kabila parce que c'est le porte-étendard de notre famille politique. Celui qui a été élu et investi de la confiance du peuple pour réaliser une mission à laquelle nous nous sommes associés. Et donc, nous devons être loyaux. Lorsque quelque chose ne va pas, on le lui dit. Vous n'allez pas dire qu'au gouvernement, on ne discute pas, au Parlement, on ne discute pas, au sein de la majorité, on ne discute pas. Il suffit que Kabila dise, voilà, c'est ça. Non. On a cette impression, c'est pas aussi pas la faute à votre communication, parce que quand les gens de la majorité communiquent, on a l'impression que c'est vraiment la pensée unique. C'est ce qu'a dit le chef, on dit Amen, et c'est fini. Je crois que peut-être c'est un côté. Mais je crois que vous avez une idée imparfaite de la discipline républicaine. Le débat se fait à l'intérieur. Et lorsque le parti ou la famille, la majorité, a dégagé une position de la famille, chacun doit défendre et expliquer. Parce que c'est en fonction de cela que nous allons agir. Et donc, si vous êtes mis en minorité, taisez-vous. Soit démissionner. Ou quittez. Voilà, donc c'est ce qui a été fait par... Non, ils ont été poussés. Non, ils ont été poussés. Ou librement, ils ne sont plus là. Ils sont partis. Est-ce qu'on en dira... Est-ce que c'est le cas pour Moïse Katumbi qui lui-même, il a démissionné de lui-même? Il a déposé au PPRD. Il a démissionné du PPRD. Oui. Il a démissionné du PPRD. Sa démission... Il n'a pas été poussé à la démission. Je ne sais pas. Je ne suis pas du PPRD. Mais je vous dis, mais sa démission du poste de gouverneur est un acte superfétatoire. Parce que l'installation des nouvelles provinces faisait des anciens gouverneurs des démissionnaires. Donc il était déjà en position de démission alors. Mais ils expédiaient les affaires courantes d'autant plus. Oui, mais on est un démissionnaire. Non, un démissionnaire. Pour être installés les nouveaux gouverneurs ou les commissaires spéciaux. Un démissionnaire liquide toujours les affaires courantes et c'est une disposition pertinente et sage de notre Constitution. Lorsqu'un acteur, un nouvel acteur n'est pas arrivé, l'ancien doit continuer jusqu'à son arrivée. C'est ça. Donc, dire que j'ai démissionné, non, il n'a pas démissionné, excusez-moi. Au contraire, il a abandonné son poste parce qu'il devait attendre l'arrivée des autres. Et Dieu seul sait quand est-ce qu'ils vont arriver, hein, parce que ce ne sera même pas des gouverneurs, ça aussi c'est un autre problème. Il ne sera pas question des gouverneurs élus, mais des commissaires spéciaux, une brèche ouverte par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, un autre point qui fait fâcher dans la sphère politique. La Cour constitutionnelle fait partie du corpus légal, des institutions judiciaires, on va dire, et la Cour constitutionnelle a un rôle. Lorsque vous avez un problème d'interprétation des actes que vous posez par rapport à la Constitution, lorsque vous avez un problème de compréhension de certaines dispositions de la Constitution, vous vous adressez à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle rend un arrêt motivé qui vous donne le sens ou la direction où vous devez aller pour ne pas être contre la Constitution. Et donc, la Cour suprême n'est pas là pour plaire. La Cour suprême est là pour dire le droit, afin que la gestion se fasse de façon harmonieuse. Donner un avis quand ces avis de la Cour constitutionnelle deviennent anticonstitutionnels pour certains, ça pose également problème. On va revenir à Moïse Katumbi pour parler. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga est prêt à débattre
de la provenance des richesses des uns et des autres, qui était qui a ramené quoi, qui est devenu qui. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose pour la nation de connaître quand même voilà, les richesses des uns et des autres? Moi et la majorité, nous ne faisons pas la politique au ras de pâquerette. Si d'abord, M. Katumbi doit faire un acte constitutionnel. Dire à la nation, quand je suis arrivé, voici ma déclaration sur l'état de ma richesse, de mon patrimoine. Maintenant que j'ai démissionné, voici l'état de déclaration. Mais il l'a fait, hein. Il a dit, quand je suis arrivé, j'ai trouvé autant dans la caisse, quand je suis parti, j'ai laissé autant. Non, la déclaration sur l'état de ses biens, c'est écrit. Alors, si il y a, alors on verra si la progression de sa richesse est logique et intrinsèque aux activités propres, ou si ce n'est pas le fait de la rente de situation parce qu'il était gouverneur. Vous voyez, moi je... Vous avez fait tout à l'heure la comparaison avec la France. On connaît peut-être combien touche le président français, le député, un homme d'affaires français ou un ministre français. Ici, c'est carrément une particularité. Dites-nous, on ne sait pas combien touche le président, on ne sait pas combien touche les députés. Dites-le nous, la population ne connaît pas. On connaît le budget, non, on ne connaît pas. Souvent, c'est en dépassement. On sait seulement c'est dépassement de 100%, 200, mais on ne sait pas combien touche. Pour dire qu'un budget est en dépassement, c'est-à-dire, vous savez, c'est que ça représente. La différence entre l'institution président et la personne du président de la République, on n'a aucune idée de combien. Le président de la République est une institution. Mais la personne, combien touche la personne président de la République? On n'a aucune idée. Du député, on sait vaguement. Il a une dotation, mais lisez prenez la loi de finances. Un salaire, monument, un honoraire, je ne sais pas comment. Non, il a une dotation. Le président de la République a une dotation. Et là, il y a la dotation civile, militaire, etc. Il faudrait peut-être crever l'abcès dans ce sens pour ne pas donner l'impression aux gens qu'on vient s'enrichir en politique. Ce serait une bonne chose. Vous savez, avant de soulever une question, il faut d'abord connaître la réalité des choses. Et malheureusement, nos amis de l'opposition et nos amis les frondeurs comptent sur la méconnaissance et l'ignorance pour forcer ou abuser de la bonne foi de la population. Comment pouvez-vous parler d'un budget en dépassement si vous ne connaissez pas la quantité du départ? Dépassement, c'est la Cour de compte quand même. Donc il faut aller à la Cour de compte. Vous connaissez. Ça peut être public, hein. Ailleurs ça ne se cache pas. Mais ça ne se cache pas. Pourquoi ça vous savez que toutes les audiences judiciaires sont publiques. Mais combien de gens s'y rendent? On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais combien de gens connaissent la loi? Donc la faute c'est à la population qui doit exiger de connaître ce que gagne. On sait au moins ce que gagne un fonctionnaire. Non seulement à la population, mais d'abord aux leaders politiques. Ils doivent dire à la population, voilà, le président gagne autant, le premier ministre autant, moi quand j'étais ministre je gagnais autant, moi en tant que député je gagne autant, etc. C'est ça la transparence démocratique. Et là nous sommes tous logés à la même enseigne. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc on retiendra de votre passage ici que la majorité n'a vraiment pas perdu des plumes avec cette turbulence. Non, nous n'avons perdu perdre de plumes, forcément. Mais ce sont des plumes malades qui sont tombées d'elles-mêmes. Donc c'est une régénérescence. Que vous n'avez pas eu le temps de soigner apparemment. Non. Parce qu'à la majorité on ne soigne pas. Hein. Donc quand tu es malade, on te laisse mourir. Il n'y a pas de soins. Non, ce sont, vous savez, les soins pour un adulte, il faut aller à l'hôpital. Si vous refusez les soins, vous mourrez à domicile. Ils sont morts à domicile.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est par ce mot qu'on met un terme à cette émission. Merci également aux téléspectateurs. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre. Allez, on poursuit le débat sur notre page Facebook. Vos commentaires, vos suggestions, vos remarques seront toujours le bienvenu. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de Congo Télévision. Un clin d'œil à Madame Fossette, Paulette Kimuntu, toi-même tu sais. Merci beaucoup. Merci spécial à Paulette Kimuntu ce dimanche. Madame, Monsieur, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir. On se dit au revoir et à dimanche prochain.